Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Parlons de prévention. J'accueille aujourd'hui Élodie Charlot, chiropracteur. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci surtout de m'avoir invité au final pour parler de la chiro, c'est cool. Bah ouais, on va avoir l'occasion de présenter un petit peu ton métier. Alors je vais faire une petite annonce. On avait déjà reçu l'année dernière un chiropracteur qui avait pu nous parler un petit peu de ses envies, du métier, de l'état de la chiropraxie en France. Mais l'idée ça va être d'aller un petit peu plus loin et surtout d'entendre un deuxième son de cloche parce que la liste elle n'est pas exhaustive et on a toujours des choses à apprendre. Exactement. Bon, écoute, c'est parti. Alors, Élodie, dis-nous tout. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Je sais que ton parcours pour l'arrivée jusqu'à ton métier, il a été guidé un petit peu par une histoire familiale un petit peu qui était proche de tout ce qui était les mouvements gynéciques. Exactement. Je viens d'une famille qui a fait beaucoup de danse. Et donc, du coup, moi aussi, j'ai fait beaucoup de danse de mon côté et aussi de la gymnastique artistique. Et donc, du coup, je suis venue au métier de chiro parce que le fait d'avoir vécu pendant des années cette danse et ces mouvements, et j'ai été élevée aussi d'un côté très scientifique, comme je disais tout à l'heure, par un papa qui était astrophysicien. Je voulais vraiment allier les deux. Et j'ai trouvé la chiro et je me suis dit mais ça c'est fait pour moi et j'espère pouvoir aider un maximum de personnes avec ce métier-là. Ok, bon écoute, super. Et donc ton parcours, ton école pour la chiropraxie, comment ça fonctionne? Il me semble que la formation est assez longue, c'est 5 ou 6 ans. Comment est-ce qu'on rentre et pourquoi on se spécialise du coup dans ce métier et peut-être pas kiné ou ostéote comme on doit souvent te le dire? Alors moi du coup je suis passée après le bac, je suis partie direct dans l'école de chiro. Je voulais absolument faire chiro depuis que j'avais l'âge de 16 ans, j'étais sûre que je voulais faire ça. Okay. Et du coup je m'étais dit si je rentre pas dans l'école, qu'est-ce que je fais? Je vais faire en sorte de rentrer dans médecine, même si c'était pas du tout ce que je voulais. Je voulais vraiment rentrer dans l'école de chiro. Alors à l'époque, moi quand je suis rentrée, c'était 6 années. Aujourd'hui c'est passé en 5 ans, ça a été réformé en 5 ans. On avait à peu près 5000 heures de formation. Nous, à l'époque, on avait à peu près 350 visites en clinique à faire. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un petit peu moins. Et on avait aussi des stages en clinique à faire, des stages d'observation, que ce soit chez un neurologue, un rhumatologue, etc. Moi, quand je suis rentrée dans l'école, c'était juste à l'époque un entretien avec le directeur, à savoir pourquoi on voulait rentrer dans l'école, nos motivations, et puis du coup, si c'était ok, on rentrait directement dans l'école. Alors, je t'interromps, ça me surprend ce que tu dis. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parcours secondaires où pour entrer justement dans ces parcours et dans ces formations, c'est bien plus qu'un entretien simple, j'ai envie de dire, mais il y a une batterie d'examens, des tests, des candidatures. Comment ça se fait que ça soit uniquement ça, j'ai envie de dire? Alors aujourd'hui maintenant, c'est passé avec un examen, mais je pense que c'était hyper important cet entretien, plus que ce qu'on fait aujourd'hui, parce que en fait quand on est chiro, ça vient vraiment de l'intérieur. Okay. Et aujourd'hui, on passe beaucoup d'examens, donc les examens c'est très bien, mais être chiro, c'est vraiment avoir envie d'aider vraiment l'autre. Donc faire des examens, c'est très bien pour pouvoir rentrer dans une école, mais je pense qu'il faut déjà savoir si la personne qui est en face a vraiment envie de faire chiro. La chiro, c'est vraiment une façon de voir la vie aussi. C'est pas juste c'est pas juste un métier. Moi, je suis chiro H24 au quotidien. Quand je mange, quand je dors, quand je fais du sport, quand je suis à mon cabinet. Moi, je parle chiro H24. Franchement, je suis passionnée par ce que je fais. Et c'est vraiment une philosophie de vie, une façon de vivre aussi. D'accord ? Parce que le but, c'est d'être dans la prévention, de prendre soin de soi et surtout de bien comprendre en fait que notre corps, il est super intelligent. Et quand on comprend ça, on comprend vraiment ce que c'est la santé. Et la santé, c'est pas finalement un coup de chance, c'est un choix. D'accord. Tout simplement. D'accord, je vois. Tu nous disais que tu étais chiro H24. Comment ça se manifeste de ton côté? Quand tu dis nutrition, lorsque tu es avec tes amis, etc. Tout simplement. Alors déjà avec mes amis, aujourd'hui, ils se font tous ajuster. Je leur ai tellement saoulé, je crois, avec la chiro que tout le monde se fait ajuster autour de moi. Et pour eux, maintenant, ça leur apparente... pour eux, c'est normal, pardon, de se faire ajuster de manière assez régulière. Même eux parlent
parle parfois même de la chiro mieux que moi. Donc là, je me dis, ok, ça veut dire que le discours est bien passé. Dans mon alimentation, tout simplement, parce que je fais attention à ce que je mange. Je fais attention à moi, j'essaye de ne pas manger des produits inflammatoires au quotidien, parce qu'on est juste infesté de ça au quotidien. Moi j'ai des patients, ils arrivent à mon cabinet, ils me disent je bois 1 litre de coca par jour. D'accord. Et l'eau dans tout ça, non, je veux dire, on est infesté par des toxines au quotidien, des perturbateurs hormonaux et endocriniens au quotidien. Donc l'alimentation, elle est primordiale. Je trouve que manger sainement, c'est déjà la base de la médecine. De base, je crois que c'était Hippocrate qui disait ton premier médecin, c'est ton alimentation. Et aujourd'hui, on l'a complètement oublié. On a un problème, on prend un médicament. Il y a un souci, on prend un médicament. Médicamenteuse en France, alors qu'effectivement il faudrait qu'on ait une approche un petit peu plus préventive. Mais ça pareil, est-ce que c'est des éléments sur le côté nutritionnel, c'est des choses que vous voyez durant vos formations? Alors c'est des choses qu'on voit, mais assez brièvement. Moi c'est plutôt par choix, c'est-à-dire que finalement si je veux avoir un système nerveux qui fonctionne bien, il faut que je prenne soin de moi. Donc une alimentation non inflammatoire pour éviter de surstimuler le système nerveux, prendre soin de moi. Alors moi je dis H24 à mes patients, le mouvement c'est la vie. Donc si on voit une personne qui va marcher dans la rue qui est vraiment en hypersyphose, donc tout bombé sur soi-même, un petit papy souvent. Le dos voûté, pas que maintenant. Pas que, mais avec les téléphones, on est tous la tête qui part en avant. On se dit pas que cette personne, elle exprime 100% de vie et de santé. Alors qu'une personne qui est bien dans ses baskets, déjà elle va se tenir bien. Elle va pouvoir exprimer aux autres ce qui va se passer. Donc, du coup, on va avoir confiance en elle et on va pouvoir parler librement et il y aura un contact qui va se faire complètement différent. Et on va se dire, cette personne, elle doit être en santé. Donc, être en mouvement, prendre soin de sa santé, faire de la prévention, l'alimentation, un bon sommeil, tout ça c'est une clé et surtout avoir un système nerveux qui fonctionne bien, tout ça, ça va vraiment être la clé pour tout simplement avoir une bonne santé. C'est comme je disais tout à l'heure, la santé c'est pas un coup de chance, c'est un choix qu'on fait dès le départ de notre vie en fait. Et plus on avance en âge, plus c'est effectivement un choix et c'est moins quelque chose qu'on peut hériter. Exactement. J'aimerais qu'on puisse revenir sur la notion et tout ce qui est le travail autour du système nerveux, parce que c'est quelque chose qui est récurrent dans votre pratique, dans votre activité. En quoi le système nerveux joue un rôle central dans notre bien-être au quotidien ? Alors en fait, le système nerveux, c'est vraiment l'ordinateur central qui va diriger l'ensemble du corps. En fait, notre système nerveux, il est composé de 3 parties. Donc là, j'ai ma petite collade. Tu peux nous montrer, tu peux montrer aux caméras, c'est super. Essaye d'expliquer au mieux pour les personnes qui seront juste auditrices. Ok, alors, donc là, par exemple, on peut voir ma petite colonne, elle n'est pas super bien ajustée, mais bon, c'est dans l'ensemble, c'est ça. Donc, le système nerveux, il est composé de 3 parties. La première partie, c'est le cerveau, au niveau de la base, qui est dans le crâne. Ensuite, on va avoir la moelle épinière qui va passer par la colonne vertébrale juste ici, et les petits nerfs en jaune qui vont du coup en découler et donner toutes les informations à notre corps. D'accord, donc là tu es en train de montrer du coup une colonne vertébrale avec tout en haut de la colonne vertébrale la base du cerveau. Exactement. On voit du coup toutes les vertèbres et des espèces d'épines qui s'apparentent du coup aux nerfs, c'est ça? Exactement, les petits nerfs sont ici en fait en jaune. D'accord. Et la moelle épinière directement en fait dans la colonne vertébrale. D'accord. Et en fait ce sont ces petits nerfs qui vont donner toutes les informations directement à notre corps et qui va absolument tout diriger. Les muscles, les organes. Exactement, déjà d'un point de vue physique, par exemple tendons, muscles, articulations. Donc le fait de pouvoir se mouvoir au quotidien, c'est ces petits nerfs en jaune qui vont pouvoir donner toutes les informations. D'un point de vue aussi organique, c'est-à-dire que ces nerfs vont donner toutes les informations aussi à notre corps. Par exemple, là, on a un cœur qui arrive à battre grâce au système nerveux dit autonome. Heureusement, parce que s'il fallait qu'on pense à faire battre notre cœur toutes les secondes, ça serait un peu compliqué. Exactement. Donc, ce système nerveux, en fait, autonome, il est super important parce qu'il va diriger l'ensemble du corps. Le système digestif, donc foie, pancréas, estomac, etc. Okay. Et c'est pareil, le système nerveux, c'est lui qui va aussi gérer tout ce qui va être ressenti et émotion. Okay, tout ce qu'on va pouvoir ressentir finalement au quotidien. D'accord. Ok. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Moi, la plupart du temps, mes patients qui viennent au cabinet, ils vont se retrouver avec des douleurs, des symptômes, des problèmes de santé, ou parfois ça peut être aussi un mal-être général. Et pourquoi? C'est tout simplement en fait l'accumulation de tous les stress
qu'on a pu vivre en fait depuis la naissance. D'accord. Donc, Quand déjà, tu parles de stress, c'est du coup, pareil, c'est multifactoriel, ça peut être sur de l'émotionnel, sur du physique, sur du ressenti, c'est global, c'est ça? exactement. Alors, en fait, on a 3 gros stress qui vont impacter notre santé. Alors dis-nous tout. Le premier stress, ça va être déjà le stress dit physique. Donc ce stress physique, ça peut être par exemple les mauvaises postures, les mouvements répétitifs, les chutes, les chocs, les accidents. Et le premier traumatisme physique, c'est la naissance, c'est l'accouchement. D'accord. Et c'est quelque chose qui nous reste du coup? Exactement. Si en fait on fait pas ce travail-là, ça peut rester dans le temps et pour un bébé, ça peut créer après des développements moteurs derrière. D'accord. Donc quand je parle de développement moteur, c'est pas des développements où les enfants sont handicapés, non du tout. Ça peut être des retards. Donc par exemple des retards au niveau de l'élocution, ça peut être des retards d'apprentissage, des troubles du sommeil, enfin ça peut être plein de choses différentes. Et donc ça c'est consécutif du coup à un accouchement qui pourrait être de, j'allais pas dire de mauvaise qualité, mais qui peut être difficile ou... Exactement. D'accord. Ouais, exactement. Surtout aujourd'hui parce que malheureusement, la plupart du temps, les femmes n'accouchent pas de manière physiologique. Donc ça va avoir un impact sur le bébé et aussi sur la maman. Et malheureusement, aujourd'hui, on fait aussi beaucoup de césariennes. Et donc du coup, alors il y a un professeur qui s'appelle le professeur Michel Audin, qui est un professeur qui est incroyable, qui a dédié sa vie à la naissance et à la grossesse, qui a fait des études qui démontraient que finalement, ils avaient pris des chatons, des chats. Une chatte avait du coup tout simplement mis bas de ses chatons. Ouais. Ces chatons qui ont été mis bas, la maman chat a pris soin de ces chatons. Par contre, elle a fait une césarienne pour ses autres chatons, en fait. Elle n'a pas du tout pris en compte ces chatons qui ont été mis en vie par césarienne. D'accord. Et en fait, il a fait toute une étude en démontrant que finalement, c'est quand même super important l'accouchement par voie basse. Parce que ce qui va se passer, je pourrais en parler des heures parce que je suis spécialisée en périnatalité. On peut y aller, c'est intéressant. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on vient au monde par voie basse, on va avoir tous les réflexes primaires qui vont se mettre en action. D'accord. Et donc, du coup, ces réflexes primaires vont permettre en fait le développement moteur après du bébé. Donc, comme si on appuyait sur un bouton un petit peu exactement, à cette naissance-là, exactement. Et qui ne serait pas mis de manière... Exactement, et qui ne serait pas mis en place finalement par césarienne. Donc en fait, quand un enfant est né par césarienne, c'est hyper important d'aller checker derrière, surtout que souvent, le gynéco qui va mettre au monde l'obstétricien, le bébé, il va le prendre d'une façon qui, voilà, on se retrouve souvent avec des torticolis, des tensions, des bébés avec des syndromes de Kiss, enfin voilà, il y a beaucoup de choses en périnatalité, c'est pour ça que c'est quand même super important l'accouchement. Et pareil pour la maman, moi je suis des mamans, même après 5 ans avoir accouché, leur corps a pas en fait tilté et compris que elles avaient accouché. Donc on se retrouve avec des bassins toujours en antéversion qui n'a pas changé, donc des défauts de posture, etc. Et je voulais rebondir sur le fait que quand je parle tout ça, c'est pas du tout pour faire culpabiliser les mamans. Au contraire, c'est donner de l'information. Parce que souvent les mamans que je retrouve au cabinet n'étaient pas au courant de tout ça. Et je trouve que l'information, on la donne pas assez, et ça fait partie de la prévention. Évidemment, après, on laisse toujours le choix aux mamans. Exactement. Mais effectivement, le fait de pouvoir être informé, ça peut faire des différences. Exactement. Je crois comprendre l'idée. Alors effectivement, je pense qu'on pourra aller bien plus loin parce que ça semble passionnant. En tout cas, c'est sûr que ça l'est. Mais oui, je vois en tout cas l'image et l'idée d'appuyer sur cet instinct de survie qui pourrait peut-être être plus exacerbé en arrivant par voie basse. Tout à l'heure, et je vais terminer sur ce sujet-là, tu disais que on n'accouchait pas aujourd'hui de manière physiologique. Alors est-ce que tu peux nous expliquer peut-être les positions et quelles sont les différences, quels sont les avantages avec chacune des techniques et des positions? Alors au niveau des positions, on va en avoir des différentes, mais c'est surtout finalement au feeling de la maman. D'accord. Tout à l'heure je parlais du professeur Michel Audin qui a fait un livre qui s'appelle Le bébé est un mammifère, et du coup il explique que l'importance de pouvoir accoucher dans quelque chose qui sécurise la maman. On est censé du coup être dans un endroit un peu comme les animaux, parce que de base on est un mammifère, être dans le noir, tranquille, sans trop de lumière, etc., dans une position qui est la plus facile pour nous. Alors souvent ça peut être sur les genoux, ça peut être sur le côté, il y a même des femmes qui accouchent debout. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise position, mais en tout cas
là, position allongée sur le dos, c'est pas la position la plus sympathique pour avoir un sacrum qui va venir s'ouvrir derrière. D'accord, donc le sacrum, si tu peux dire, c'est l'arrière du bassin. Voilà, l'arrière du bassin, exactement. Et donc du coup, position gynécologique de base, bah, malheureusement, c'est une position qui est plus facile pour le personnel médical que pour finalement la future maman. D'accord, je vois. Et pareil, ça ne nous vient pas à l'idée directement, alors peut-être parce que je suis un garçon, je ne sais pas, mais on a souvent cette image dans les films ou dans les reportages ou dans ce qu'on peut voir, que la plupart du temps, les femmes accouchent en étant effectivement allongées sur le dos avec les jambes écartées, ce qui ne serait peut-être pas la meilleure position si j'ai bien compris. Exactement, c'est la position la plus facile pour le personnel médical, mais pas forcément pour la maman. On demande d'accoucher en poussant, alors qu'il y a un film aussi qui s'appelle Ne pas pousser, enfin il faut pas pousser. Enfin il y a plein de choses qui peuvent être hyper intéressantes. J'aimerais qu'on puisse revenir un petit peu sur ton métier. C'est vrai qu'on n'a pas refait de définition de la chiropraxie, parce qu'on l'a déjà vu, comme je disais, sur un épisode précédent. Est-ce que tu peux nous donner, toi, ta définition de ton métier ? Alors, comme je disais tout à l'heure, le but du chiro, c'est tout simplement travailler le système nerveux, d'optimiser le système nerveux, parce que ce système nerveux va donner toutes les informations derrière. Donc, ce qui se passe, c'est que si c'est interféré à la sortie de la colonne, parce que le système nerveux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sort au niveau de la colonne vertébrale, s'il y a une interférence, et ben, ce nerf ne pourra pas donner la bonne information. Donc du coup, l'information qui sera donnée à la partie du corps et redonnée au cerveau, elle ne sera pas correcte. Et c'est pour ça que souvent sur le long terme, on tombe sur des douleurs chroniques qui viennent, qui repartent et qui peuvent être plus ou moins intenses en fonction des périodes, tout simplement parce que ce système ne va pas donner les bonnes infos. Donc le but du chiro, c'est d'enlever les interférences nerveuses, ce qu'on appelle chez nous des subluxations. Alors pourquoi subluxation ? Parce qu'en fait, quand on décortique le mot, en fait, lux, c'est la lumière. Donc la lumière, c'est finalement ce système nerveux. S'il est subluxé, s'il ne peut pas donner la bonne information, et tout simplement, le corps va venir compenser derrière. D'accord. Voilà, donc le but du chiro, c'est d'enlever ces interférences. Comme ça, on retrouve finalement 100% de ses capacités et surtout son bien-être et sa santé. Ce qui peut être pas mal. D'accord. Et donc, du coup, toi, lorsque tu as un patient, une patiente qui vient au cabinet, comment est-ce que tu fais pour voir à quel moment, à quel endroit on a un défaut au niveau du système nerveux? Comment est-ce que tu fais pour l'identifier? Parce qu'on pourrait se dire, tant que j'ai pas une donnée objective par rapport avec un IRM ou par rapport à des outils d'évaluation qui seraient un peu plus visuels, comment est-ce que tu fais pour évaluer tout ça, toi? Alors, je fais un examen clinique. Ok. Donc sur cet examen clinique, je vais faire plusieurs tests, des tests neurologiques, des tests orthopédiques et beaucoup de tests aussi posturologiques. D'accord. Donc je fais tous ces tests-là et ça me permet de savoir en fait finalement déjà un peu l'état du système nerveux de la personne, un petit peu savoir où on en est. Et puis voilà, en fonction aussi des antécédents de la personne et surtout en fonction de comment la personne va réagir au premier ajustement, et je vais pouvoir savoir finalement comment je vais pouvoir l'aider derrière aussi. Et travailler. D'accord, voilà. Donc une batterie de tests, alors j'imagine que c'est pas non plus trop chronophage, mais ça permet d'avoir un premier indicateur. Exactement. Est-ce qu'on a des indicateurs que tu peux voir même à l'œil, j'ai envie de dire? Tu vois, tout à l'heure on parlait des positions voûtées, je sais que pour certaines pratiques ça va être avec la couleur des yeux, la couleur des dents, le grain de peau. Est-ce que toi tu as des choses que tu arrives à voir comme ça directement? Je dis ça parce que dans chaque métier on a une expertise et des fois en fait on arrive à avoir, ou en tout cas à déceler des premiers indices uniquement à l'œil nu. Et ça je te parle sur plein d'autres activités. Ouais, c'est sûr. De toute façon, ce que je disais par exemple tout à l'heure, quand on va avoir quelqu'un qui va se tenir comme ça, un peu affaissé, qui va parler, qui va pas trop regarder, etc. Déjà, on va se dire, ok, cette personne, je sais que il y a déjà peut-être un problème de confiance. Et ça peut être aussi, deuxièmement, dû, ce que je parlais tout à l'heure, à la naissance. Ouais, c'est-à-dire un accouchement difficile. Voilà. En fait, il peut y avoir plein de choses différentes juste en regardant la posture de la personne. Donc oui, à l'œil nu, j'arrive un peu à savoir, ok, là on a peut-être plus un problème un petit peu émotionnel plus profond. Là peut-être on a un problème un petit peu plus physique. Et en plus de mes examens et en plus des antécédents, je parle beaucoup lors de la première visite avec mon patient pour savoir un petit peu son parcours, autant physique, santé globale et autant aussi émotionnel. Ça me permet un petit peu de savoir finalement où on en est avec cette personne-là. D'accord. Voilà. Bon, écoute, c'est hyper complet et puis voilà, on continue d'apprendre des choses. J'aimerais que tu puisses me parler un petit peu de ton activité au quotidien. Donc,
Toi, ça fait combien de temps que tu es diplômée? Alors, je suis diplômée, je crois, depuis à peu près 5 ans, si je dis pas de bêtises. Ok. Bah là, j'ai mon centre chiro qui a plutôt depuis 3 ans. J'ai fait 1 an de remplacement à Lyon, D'accord. un congé maternité. C'est là où tu avais été formée, il me semble aussi, non? Oui, alors en fait, j'ai fait l'école de chiro à Ivry-sur-Seine pendant 6 ans. Et ensuite, dès que j'ai eu mon diplôme, du coup, je suis partie en remplacement où j'ai fait à peu près 7-8 mois là-bas à Lyon. Et puis ensuite, j'ai ouvert un cabinet à Lyon. Et puis après, je suis revenue sur Paris. Donc, je faisais les allers-retours entre Puteaux et Lyon. Et puis après, j'ai décidé de fermer Lyon parce que ça me faisait trop d'allers-retours, trop d'énergie. Et puis, bah, du coup, pour prendre soin des gens, il faut déjà prendre soin de soi. Donc, Toujours dans voilà. cette optique globale. Exactement, c'est super important. D'accord. Et donc aujourd'hui, ton cabinet du coup est à Puteaux. Comment est-ce qu'on fait pour ouvrir un cabinet? Est-ce qu'il y a des statuts qui sont spécifiques à ton activité? Je sais qu'il y a beaucoup de professionnels de santé, professionnels de prévention, qui ont justement des régimes un petit peu spéciaux, spécifiques. Comment est-ce que ça se passe pour ton métier? Alors, nous, on est sur un numéro ADELI, donc on est référencé, on sort, on a notre diplôme, on a un numéro ADELI, et à partir de ce moment-là, quand on a notre numéro ADELI, on peut créer notre structure. D'accord. Donc, ça dépend. Hein. Moi, vu que j'ai ouvert mon propre cabinet, je me suis ouvert sur une structure d'entrepreneur. D'accord. Donc, ce qu'on appelle une BNC, mais on peut être aussi une société, parce que vu que je ne suis pas propriétaire mais locataire, c'est plus avantageux pour moi d'être en BNC qu'en société. On peut être aussi en auto-entrepreneur. Moi, en sortant de mon diplôme, en étant remplaçante, c'était plus avantageux pour moi d'être en auto-entrepreneur, par exemple. D'accord. Voilà. Donc oui, ça dépend. Ça dépend, exactement. D'accord. Si je te posais cette question, c'était un petit peu pour discuter de la reconnaissance de ton métier. D'accord. Parce qu'une nouvelle fois, dans ce podcast, on a accueilli beaucoup de professionnels de la prévention qui ont des soucis ou non, en tout cas qui voient des avantages ou des inconvénients un petit peu à la reconnaissance de leur métier. Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti, toi personnellement, Elodie en tant que chiro, et pas sur l'état de la chiro en France? Toi, personnellement, comment est-ce que tu ressens tout ça? Alors, moi, par rapport à ça, personnellement, alors, je suis obligée de faire un peu un état global par rapport à la situation. Vas-y. Ça donnera un peu l'état de ce que moi j'en pense. Alors, en France, il y a quand même une grosse guéguerre, entre guillemets. La chiro, surtout en ce moment. On a eu beaucoup de petites présentations de journalistes sur la chiro où on disait clairement que notre métier ne servait pas à grand-chose, que c'était dangereux, etc. On fait vraiment une petite guéguerre en ce moment un peu sur la chiropratique, malheureusement. Mais qui est-ce qui fait cette guerre? Qu'est-ce qui l'amène? Là, par exemple, malheureusement, on a eu une consoeur qui a été filmée sur France 2. Ouais. Déjà, un reportage de 3 minutes. Enfin, pour moi, on ne peut pas faire un reportage sur 3 minutes. On ne peut pas donner un avis sur 3 minutes. En tout cas, donner toute la description d'une profession en 3 minutes. Et en fait, malheureusement, sur ce reportage, il y a eu une grosse... on nous a pas mal descendu en tant que chiropracteur. Et sais sur quels éléments? Oui, en disant que... en fait, il y avait un rhumatologue qui donnait son avis en disant que c'était hyper dangereux et qu'il se retrouvait à devoir opérer plein de patients qui sortaient de séances de chiro, alors que où sont ces chiffres? Clairement, c'est des mensonges, ce n'est absolument pas vrai. Et au contraire, si nous, on devait dire la même chose de tous nos patients qu'on reçoit après des chires qui se sont très mal passés, on pourrait leur sortir leurs chiffres et là, je pense que les choses seraient différentes. Donc malheureusement, en France, c'est toujours un peu la guéguerre. Ça fait que 20 ans qu'on est légalisé. On était profession illégale de la médecine. On n'est pas forcément connu déjà du grand public. Reconnu, on est depuis, je crois, du coup 2002, mais pas comme professionnel de santé, mais professionnel de la santé, si je ne me trompe pas, parce que c'est juste un petit mot qui diffère. Et ça fait la différence. Ça fait la différence. Pour les enseignants d'activité physique adaptée, effectivement, il y en a beaucoup aussi qui font l'erreur en disant qu'on est des professionnels de santé. Alors nous, on est des professionnels du sport, mais il y a forcément un lien, comme tu peux l'imaginer, entre l'activité physique adaptée et la santé. Je te laisse continuer. Ouais, bien sûr. Et donc du coup, ce petit mot, ça, en fait, change beaucoup de choses. Déjà, quand on parlait finalement de statut, ça change beaucoup de choses sur finalement notre statut, notre façon de procéder. On n'est pas sur la sécurité sociale. Il y a des mutuelles qui vont venir rembourser. On va y venir après, donc le statut est un petit peu différent. Après, clairement, aujourd'hui, je trouve que moi,
personnellement en tant que chiro, ça n'empêche pas d'aider mes patients. C'est-à-dire que on aide beaucoup de monde au centre chiropratique de Puteaux, où je suis. On aide vraiment beaucoup de monde. Le seul petit hic, c'est que du coup, l'information n'est pas toujours bien donnée. Les gens ont souvent un a priori. J'ai encore une nouvelle patiente hier qui est arrivée et qui a dit ça fait 3 ans qu'on parle de la chiro, mais j'avais peur, j'avais des appréhensions, etc. Et elle est venue et en fait, elle s'est dit, elle est sortie de la séance, elle me fait, je suis tellement bien, mais elle dit, mais pourquoi j'ai pas fait avant quoi, ce step-là. Mais il faut être prêt. Et puis, il y a beaucoup de désinformation, malheureusement. Je pense qu'on a tous cette image de la chiropraxie quand on connaît, on s'allonge et craque la nuque, craque le dos, et puis voilà, donc ça peut être effrayant pour une partie de la population, j'en conviens parfaitement. Ouais, c'est souvent ça, et puis voilà, les gens ont souvent des a priori, voilà, une mauvaise information, et donc du coup, finalement, on se retrouve avec des gens qui vont avoir des idées souvent un petit peu, je sais pas trop comment dire ça, mais des idées reçues un petit peu. Voilà, des idées reçues. Après, voilà, moi j'ai des médecins qui viennent à mon cabinet, qui sont hyper ouverts aussi pour se faire ajuster. Il y a des gens qui sont moins ouverts. J'ai des médecins qui disent qui disent des choses parfois assez aberrantes. Voilà. Et ça, du coup, je me dis, c'est dommage parce que faut pas rester fermé. Finalement, je pense, d'un point de vue de comment je vois la vie, il vaut mieux aller chercher par soi-même que dire des choses quand on ne sait pas. Ouais, évidemment. Et je trouve ça dommage parce que finalement, on pourrait tellement travailler ensemble et voilà. Après, comme ça m'empêche pas de pouvoir aider au quotidien mes patients, mais je pense qu'on pourrait faire mieux en France. D'accord. Et donc, au global, c'est un petit peu mitigé pour la question sur la reconnaissance un petit peu. Tu sens que on n'y est pas encore, du fait que vous soyez quand même encore un peu confidentiel. Pour rappel, au niveau des chiffres, on est entre 1300 et 1500 professionnels en France, c'est ça ? Ouais, c'est ça. D'accord. En fait, on est vraiment pas beaucoup, et en fait, les jeunes diplômés, souvent, si je dis pas de bêtises, on a à peu près la moitié qui part à l'étranger parce qu'on est plus reconnu. En fait, c'est un peu comme si un médecin s'installait en France, les patients viennent directement. À l'étranger, en tant que chiropracteur, c'est un peu la même chose. Alors qu'aujourd'hui, on doit beaucoup communiquer sur ce qu'on fait, un petit peu dire coucou, je suis là, regarde finalement ce que potentiellement je peux t'apporter. Et d'ailleurs, je rebondis sur ça. On peut te retrouver sur Instagram, on pourra le mettre d'ailleurs en description du podcast. Tu es obligé de communiquer, tu sens qu'aujourd'hui c'est une obligation pour toi de devoir utiliser ce genre de plateforme pour te faire connaître au moins dans ton coin. Ouais, carrément. Surtout au début, quand j'ai ouvert mon cabinet, quand j'ai ouvert mon centre, j'ai fait beaucoup de bilans chiropratiques. Des bilans offerts, juste l'examen clinique que je parlais tout à l'heure, pour que les gens en fait comprennent un petit peu comment leur corps fonctionne. Alors c'était pas forcément pour que les gens viennent se faire finalement ajuster, hein. C'était vraiment pour qu'ils comprennent. C'était de la prévention en disant finalement ton corps fonctionne comme ça. Donc pourquoi aujourd'hui finalement peut-être tu as ces douleurs, ces symptômes, ces problèmes de santé, et peut-être parce qu'il y a ça. Et donc du coup ça a fait beaucoup de bruit quand même dans la ville de Puteaux. La mairie a aussi beaucoup soutenu mon projet. D'accord. Donc ça a été super cool, et oui, je suis obligée de faire un peu de promotion entre guillemets, parler de la chiro sur les réseaux. Aujourd'hui j'en fais beaucoup moins qu'au début, je continue à en faire. J'ai beaucoup de bouche à oreille aussi, mais c'est vrai que on est obligé. Tu sens que c'est nécessaire, et c'est à toi d'être actrice un petit peu pour pouvoir te faire connaître, parce que sinon les gens ne viendraient pas directement, comme tu disais, avec la comparaison avec le médecin. Ouais, carrément. Écoute, nous c'est la même chose, hein, dans le milieu de l'activité physique adaptée, on le ressent, notamment dans nos locaux à Malakoff, où on arrive désormais à être connu et identifié, mais on sent que si on n'avait pas fait cet effort-là, c'est des choses qui ne seraient pas venues directement. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait un reportage qui lui avait fait un peu de mal à la profession, et que donc du coup votre image s'en était fait ressentir. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des leaders charismatiques, des leaders sur les réseaux sociaux, un chiro qui est très connu et qui vous fait une bonne pub et sur lequel vous êtes peut-être un petit peu tous derrière? Quelqu'un de médiatique peut-être? Il n'y a pas vraiment de chiro, je pense, en France plus que ça. Alors, je vais rebondir un peu dessus sur le fait qu'à partir du moment où on parle de quelque chose, en bien ou en mal, moi je pars du principe qu'on parle de ça déjà.
Donc finalement, même si France Info a fait une petite vidéo de 3 minutes sur la chiro qui n'était pas très brillante pour nous, on va dire très glorieuse pour nous, et bah finalement, ça fait toujours attirer des curieux. Donc moi je pars du principe qu'on parle en bien ou en mal, bah on parle. Okay. Donc du coup, je me dis finalement, bah, la communication n'est peut-être pas bien faite, mais au moins, on en parle quand même un peu. Ça fait interroger les gens, et les gens qui sont curieux bah, vont chercher par eux-mêmes. Je comprends. Et ensuite, aux États-Unis, c'est quand même la deuxième profession de santé. D'accord. Ok, on est à peu près 110 000 chiro dans le monde entier, 65 000 sont aux États-Unis. Ah, c'est énorme. Donc c'est énorme. Moi j'ai des amis qui sont partis au Canada, aux États-Unis, ils m'ont dit mais c'est fou Elodie, il y a des centres chiro mais partout quoi, c'est vraiment impressionnant. J'ai dit bah oui, pour eux se faire ajuster c'est complètement normal dès la naissance. Mais du coup l'ajustement dans ces pays-là, à la différence de nous, il est pratiqué par des chiros et nous cet ajustement peut-être dans notre culture française, on l'a plus du coup via les ostéos, via les kinés, non? Ouais, alors un peu plus, mais alors c'est encore différent. Alors nous on parle d'ajustement par manipulation, mais je vais y revenir. Ouais, et du coup, si je réponds à la question de par exemple des réseaux, bah y a beaucoup de chiro connus qu'on peut voir sur TikTok ou sur Instagram, etc. Et donc du coup qui font des ajustements mécaniques, souvent qui font des gros cracks, etc. Ouais. Donc les gens sont là genre waouh, c'est super impressionnant, etc. Alors que voilà, c'est juste une technique. Il y en a plein des différentes en chiro. Il y a eu un super reportage aussi sur Netflix qui a été fait par Gwyneth Paltrow sur la chiro, qui a fait un épisode sur une technique qui s'appelle la technique network, que ma consoeur utilise du coup quand elle est venue faire son podcast, c'est la technique qu'elle utilise. Et donc du coup ça c'est chouette parce que du coup les gens alors c'est juste la partie immergée de la chiro, c'est juste on montre un petit peu ce que fait le chiro, mais il n'y a pas tout finalement bah, là où on parle de système nerveux, mais c'est un peu plus voilà, on montre ce qu'on fait plus que finalement on dit ce qu'on fait. Mais voilà, moi-même sur mes réseaux on peut me voir en train d'ajuster, etc. Mais ça permet aux gens de voir un petit peu ce qu'on fait aussi quoi. D'accord. Voilà. Je vais revenir là pendant que j'ai la petite brèche. Je suis tombé du coup sur tes réseaux et je t'en ai parlé tout à l'heure. Moi, j'avais jamais vu ça en tout cas sur des activités de ce type-là. J'ai vu que tu manipulais des fois plusieurs personnes en même temps, c'est-à-dire qu'il y a 2 tables, après tu m'as dit que tu pouvais le faire avec 3, et tu te balades, et je trouve ça hyper sympa et hyper dynamique, entre les patients. On les appelle les patients du coup pour toi? Ouais. On dit patient. D'accord, on dit patient parce que des fois c'est pas le terme. Tu te balades entre les patients et tu leur fais différentes manipulations, et une fois que tu as fait une manipulation, bah, les personnes sont relaxées et se reposent justement des manipulations que tu leur as faites. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces manœuvres? Ouais, carrément. Alors, je vais juste rebondir sur un truc. Vas-y, si j'ai pas été clair, vas-y. Non, c'est juste, alors, c'est hyper important, en fait, en chiro, on parle pas de manipulation. D'accord. Parce que déjà, c'est pas un très joli mot, dans le sens où, moi, j'aime pas qu'on me manipule en tant que personne, donc moi, c'est pareil, je fais pas ce que je veux de mon patient. Ok. On parle, en fait, d'ajustement chiropratique, parce que quand on décortique, le mot, c'est adjustment. Et en fait, ça veut dire tout simplement libérer le système nerveux. C'est en fait traverser le mental, traverser la lumière, traverser le système nerveux. Donc en chiropratique, ce mot il est super important. Et ça a même fait débat au sein de notre propre profession, surtout en France. D'accord. Donc nous maintenant en France, on peut plus dire ajustement, on doit dire manipulation vertébrale, alors que je trouve ça mais affreux, parce que même il y a des chiropracteurs qui ne travaillent absolument pas en mécanique, mais qui utilisent des techniques du système nerveux qui sont complètement différentes que mécanique plus énergétique, dit énergétique. Donc voilà, ce mot ajustement chiropratique est super important parce que c'est tout simplement libérer le système nerveux. Et donc du coup, pour revenir un petit peu sur ma pratique, j'ai 3 tables lorsque j'ajuste, tout simplement parce que ça me permet de rester dans un flow, d'être dans une dynamique quand j'ajuste mes patients. Ça permet aux patients d'intégrer l'ajustement avec la respiration, de pouvoir tout simplement bien se détendre, relâcher. J'utilise du coup des petites choses énergétiques qui va permettre que tous les fascias, parce qu'en fait
tous nos fascias sont innervés, très très innervés par de l'information. Du coup, Tu peux nous rappeler aux auditeurs ce que sont les fascias? Alors les fascias, c'est tout simplement, donc on a différentes couches de muscles et toutes ces muscles sont en fait entourés par un fascia qui va venir protéger en fait l'ensemble de ces muscles. Et voilà, c'est une enveloppe. Et donc du coup, ce fascia, il y a plein de petits nerfs qui passent dedans. C'est très innervé. Et donc du coup, moi je vais déjà commencer par relâcher ce fascia pour que les muscles derrière relâchent aussi derrière. Et comme ça, l'ajustement dit mécanique va pouvoir être accepté par le corps. D'accord. Tout simplement. Donc moi, c'est ma façon de faire. Et après, tu peux réintervenir une Exactement. fois qu'il y a eu cette... Exactement. Et je switch comme ça entre mes patients. Moi, ça me permet d'être toujours dans une énergie haute. Le plus important, c'est que moi, je sois à 100% avec mon patient. Et donc, du coup, voilà, j'aime cette danse un peu qui se passe dans mon cabinet. J'aime le fait qu'il y ait des patients qui passent, qu'il y ait de la vie, en fait, tout simplement. D'accord. Qu'il y ait de la vie. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire mon cabinet comme ça. D'accord, mais écoute, c'est très intéressant. Tout à l'heure, tu as évoqué une notion sur tout ce qui était remboursement par certaines mutuelles. Donc, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale, ça, je pense qu'on le sait. Et aujourd'hui, il y a certaines mutuelles qui remboursent au moins une partie des activités de chiropraxie. Ouais, exactement. C'est bien ça. Ouais. Est-ce que tu sens qu'il y a un élan des mutuelles vers un remboursement de plus en plus important sur cette pratique-là, ou tu sens un recul, une stagnation? Est-ce que tu peux me donner un petit peu l'état un petit peu actuel? Alors moi je trouve que les mutuelles remboursent un peu plus qu'avant quand même. Okay. Alors je trouve, alors j'ai pas de données donc je dis en fonction de ce que je ressens. Après vraiment moi ça dépend des patients. J'ai des patients qui vont rembourser, qui vont avoir un bon remboursement de leur mutuelle, d'autres pas du tout. Vraiment ça dépend clairement des mutuelles. Okay. Après je trouve qu'aujourd'hui il y a quand même plus d'accès aux soins et puis surtout si on regarde les données aujourd'hui, la plupart du temps les arrêts maladie c'est quand même tous les troubles musculo-squelettiques. Donc je trouve ça dommage de ne pas pouvoir faire de la prévention plus par rapport à ça, ouais. Et de ne pas pouvoir prendre plus en main à l'avance plutôt qu'avoir des arrêts maladie et après être sous anti-inflammatoire. Ouais, ce qui va bousiller après le système digestif, etc. etc. Bien sûr. Et donc ce qu'on peut peut-être conseiller à nos auditeurs et aux viewers, c'est de peut-être se renseigner auprès de leur mutuelle, ouais. Si c'est pris en compte et peut-être te contacter ou contacter les chiros autour de chez eux. Ouais. Tu vois, je te donne un exemple. Donc nous, nos bureaux sont à Malakoff. J'ai tapé chiro autour de moi et je crois qu'il n'y en a qu'une seule à Malakoff. Ça montre un petit peu aussi du coup qu'il n'y en a pas énormément et que c'est un axe de progression en tout cas pour votre métier, ce qui est plutôt une bonne chose du coup. Ouais, carrément. Après, je pense que du coup, on sera jamais assez de chiro. Ouais. Moi, je dis toujours à mes patients, plus le monde est ajusté, mieux le monde il ira. Ouais, bon, vraiment. On voit l'idée, effectivement. Vraiment, vu qu'on agit sur le système nerveux, voilà, on peut avoir beaucoup de changements d'un point de vue aussi émotionnel. Donc, non, franchement, j'invite à tout le monde à se faire ajuster. Et oui, allez vous faire ajuster n'importe où. Vous allez trouver un chiro et ça vous aidera vachement sur votre santé, quoi. Donc, ouais, on n'est pas beaucoup, mais on est là. Non, mais après, quand vous n'êtes pas beaucoup, j'imagine que si on fait la comparaison avec effectivement des ostéos, des kinés ou des médecins, il n'y a peut-être pas de comparaison, mais à partir du moment où vous êtes quand même plus de 1000 professionnels en France, ça reste quand même pas mal. Quand même pas mal. J'aimerais que tu puisses nous donner, Elodie, un petit peu, c'est une question récurrente qu'il y a sur ce podcast, ton point de vue sur la prévention en France. Alors effectivement, c'est une notion qui est très large, qui recouvre plein de choses. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton point de vue sur comment est-ce que la prévention est vue en France? Voilà, je te laisse répondre à ça. Alors moi, je trouve qu'on est quand même vachement en retard. Ok. Quand tu dis en retard, par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à d'autres pays. Je trouve qu'on est très en retard. Je prends encore en compte les États-Unis, mais parce que mon métier vient des États-Unis, donc j'ai un peu une vision, on va dire, pas américaine de la vie, mais une vision peut-être un peu plus avancée de leur point de vue, dans leur façon de voir, même si je suis pas forcément en accord sur, on va dire, la façon de faire aussi. Okay. Mais je trouve qu'on prend pas du tout assez soin de sa santé. Okay. Je pense que je l'ai déjà répété là plusieurs fois. On attend trop d'être sous la soupape. En fait, je pars du principe qu'on est un peu tous nés avec un petit verre d'eau. Et puis à chaque stress, il y a de l'eau qui se remplit. Okay. Puis malheureusement, à un moment, il y a la goutte d'eau qui va faire déborder. Et c'est là qu'on voit apparaître tous les problèmes de santé, etc. qui peuvent s'installer dans le temps. Et donc du coup, aujourd'hui, pour moi, on ne fait pas assez de prévention. On a un problème, on prend un médicament. Et
je trouve que c'est le truc, enfin voilà, qui... D'accord, c'est un petit peu, et c'est du coup le système peut-être de santé, Ouais, la sans façon... rentrer dans les détails, Ouais, qui nous conditionne à être un petit peu passif sur ouais, ce côté prévention et ouais, attendre ouais. d'avoir mal pour aller Exactement. consulter et avoir une approche du coup beaucoup plus médicamenteuse. Exactement, beaucoup plus médicamenteux, surtout en France. Enfin, clairement, on s'acharne sur toutes les professions dites paramédicales, quoi. Les naturopathes, enfin, moi, je n'arrive pas trop à comprendre, j'avoue. Ah, moi j'arrive à voir l'intérêt, tu vois, Ah ouais. des naturopathes, bon, c'est Ah pas le non, débat. ah non, je vois l'intérêt, je ne Ouais. comprends pas qu'on finalement tout le débat qu'il y a eu sur les naturopathes, c'est plus dans ce sens-là. Ah D'accord, non, non, non. j'avais mal compris alors, Non, j'avais mal non, compris. non, Non, non. non, je vais pas déformer tes propos. Ah non, non, je ne comprends pas, au contraire, pourquoi on ne fait pas assez de prévention avec ces disciplines-là. D'accord, complètement. Rien que déjà la sophrologie, tout le monde devrait aller voir un sophrologue. Ouais. Ben, les gens ne savent pas respirer. On a reçu un sophrologue. Ouais, voilà, et on se retrouve avec des gens qui arrivent chez moi, qui ont les trapèzes hyper tendus comme ça. Donc la tête en avant à cause du téléphone, la sédentarité, parce que du coup, on est tellement pas fait pour rester 1h30, 1 heure, enfin toute la journée assis. On est fait pour faire des pauses, pour bouger. Enfin voilà, comme j'ai dit, le mouvement c'est la vie. Les gens ne savent pas respirer. Respirer c'est la base. L'alimentation c'est la base. Allez voir un nutritionniste si vous savez pas. Allez voir un sophrologue pour vous apprendre à respirer. Allez voir un naturopathe pour savoir finalement ce que vous avez besoin en complément alimentaire. Et ça, tout ça, je veux dire, ça me paraît complètement normal. On a besoin des médicaments, mais on en a besoin quand on est à un stade où vraiment ça ne va plus. Ok, et pas finalement j'ai bobo au crâne, bon je prends un Doliprane, j'ai mal au crâne tous les jours mais je prends un Doliprane. Non. Tu prêches à convaincu de toute manière, voilà. mais oui. C'est non, va comprendre la cause, va savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi aujourd'hui tu as mal à la tête tous les jours. Ouais, non, bien Et sûr. je trouve que c'est... Et aujourd'hui, on fait pas assez de prévention, même d'un point de vue, je veux dire, sociétal, et d'un point de vue, on pourrait parler de plein de sujets par rapport à ça. Bah, écoute, Je trouve qu'on est en retard en France sur plein de choses, l'éducation, etc. Mais voilà, ça c'est mon avis. Je crois comprendre, et c'est vrai que c'est souvent des éléments qui reviennent lorsque je pose la question, malheureusement. Après, je sais pas si ça pourra se faire rapidement, en tout cas tous ces changements. Le plus important c'est peut-être d'en parler et qu'on puisse tous en prendre connaissance. Élodie, je te remercie. Merci à toi. Merci d'être venue et d'avoir pu nous expliquer un petit peu ta vision de ton métier. Et on a pu aller sur différents sujets, donc c'est super. C'est la fin de cet entretien de Parlons Prévention. On se retrouve très vite sur la chaîne AS Mouvement et sur l'ensemble de nos plateformes. Au revoir.